Alors, je vais vous laisser vous présenter chacun de vous. Je vais vous demander de vous nommer votre entreprise et je vous demanderai d'ajouter quelque chose, c'est le lien. Selon vous, quel est le lien entre votre organisme et la question du vivre ensemble qu'on traite aujourd'hui? Je vais donner la parole à Greg pour commencer. Bonjour, Greg Laflamme, directeur des opérations de Vachal. On est une fonderie à cire perdue. Donc, c'est un processus qui vient de l'Égypte, qui a été transféré au Canada par des Autrichiens. On a 140 employés, donc, puis qui viennent de 27 pays différents. Donc, il faut trouver des façons d'être capable de faire en sorte que 140 employés travaillent ensemble. Bravo. Beau défi, vous allez nous en parler un petit peu plus tard. Nisrine, est-ce que vous voulez bien vous présenter? Oui, donc Nesrine Ali Yahia, donc j'ai une bonne vingtaine, pour ne pas dire plus, d'années d'expérience professionnelle dans le domaine, dans le domaine de la gestion des relations internationales, l'administration et de l'employabilité. J'ai été longtemps conseillère en emploi auprès des aux nouveaux immigrants, conférencière et consultante ainsi que formatrice. J'occupe actuellement le poste de directrice générale du Centre d'accueil et de référence sociale et économique pour immigrants, le Carré Saint-Laurent, qui a été créé en 1989 et qui est un organisme à but non lucratif, non confessionnel et non partisan, dont la mission est vraiment d'accueillir, d'aider et d'accompagner les personnes immigrantes dans leur processus d'établissement, d'adaptation et d'intégration personnelle, sociale et professionnelle en adoptant des services au vécu des personnes immigrantes et à la société d'accueil. Notre devise, c'est la diversité qui nous rapproche. Et c'est une formule qui traduit notre volonté de favoriser le dialogue interculturel entre les personnes immigrantes et la société d'accueil. Ainsi, donc aussi bien entre les personnes immigrantes en fait de toute origine. Cette devise, elle concerne autant nos usagers dans leur composition ethnique diverse, parce qu'on s'entend qu'on reçoit des personnes toutes origines confondues, que les différents membres de l'équipe du Carré Saint-Laurent, les bénévoles, ainsi que les variétés de nos activités et de nos projets proposés. Merci. Merci beaucoup. Merci Nisrine. Je vais laisser la parole à Martine maintenant. Bonjour, mon nom est Martine Roy. Alors, mon premier rôle, je suis directrice régionale du développement des affaires pour la communauté LGBTQ2+, pour le groupe de la Banque TD pour le Québec et l'Atlantique. Puis on va dire, c'est quoi ce rôle-là? Mais c'est vrai, c'est un nouveau rôle justement qui a été créé pour faire le pont entre la corporation et les communautés et s'assurer qu'on est bien représenté dans la corporation de différents niveaux, que ce soit les dons qui sont donnés, que ce soit les programmes qui soient mis en place. On essaie d'avoir une présence autant sur le côté de la fierté, mais aussi les organismes qui ont besoin d'aide, que ce soit pour le sida, pour le genre, autant aussi les communautés autochtones. Alors, je fais le pont avec tout ça, puis en même temps, la communauté LGBTQ2+, c'est un hub parce que tu as des femmes qui font partie de la communauté, tu as des minorités visibles qui font partie de la communauté, tu as des gens qui sont handicapés qui font partie de la communauté. Alors, on touche un peu à tout le monde indirectement. Puis quand on amène cette conversation-là, on parle de toutes les différences. En même temps, je suis présidente du Fonds de la purge LGBTQ2+, aussi. Vous allez me dire, le Fonds de la purge, c'est quoi? C'est justement, on a été au fédéral, on a purgé les employés de 1956 à 1992 dans tous les ministères, au fédéral, à la GRC et dans l'armée. Si tu étais homosexuel, tu te faisais arrêter, interroger et congédier. Et on fait ça au-dessus de 9000 personnes. La loi a changé en 1992, mais ils ne sont jamais excusés ou ils n'ont jamais parlé qu'ils ont fait ça. J'ai fait un recours collectif en 2016 que j'ai gagné et on a réussi avec 145 millions à réparer, à avoir des excuses nationales. Et aujourd'hui, j'ai fait une recherche avec des recommandations justement sur l'inclusion et la diversité au fédéral et un monument et une exposition avec le Musée des droits humains. Et pour finir, je suis commissaire à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Je suis commissaire en charte. Alors, comme vous pouvez voir, c'est très important pour moi, toute cette conversation au travail. Merci. Merci. Merci beaucoup, Martine. Et puis, Anne-Marie, est-ce que vous voulez nous dire, vous, la place que ça Oui, a alors pour vous? bonjour. Je suis Anne-Marie Thibault. Je suis associée au mandat Équité, Diversité, Inclusion chez Hydro-Québec depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Alors, Hydro-Québec, une entreprise
que vous connaissez sans doute parce que vous recevez une facture d'électricité, sans aucun doute. Mais au-delà de ça, c'est un fleuron au Québec. Hydro-Québec, ça appartient à tous les Québécois et c'est une entreprise qui est dans un processus de changement de culture extrêmement important. Alors, l'ouverture à la différence devient de plus en plus fort dans la mesure où c'est porté par les plus hauts niveaux de l'entreprise, entre autres en la personne de Sophie Brochu, qui est notre nouvelle PDG. Bien sûr, elle n'est pas la première, là. Par contre, c'est porté avec une conviction nouvelle, avec des moyens qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une patronne leader qui est dédiée exclusivement au mandat équité, diversité, inclusion, qui envoie un signal très fort à l'entreprise quand on nomme une leader exclusivement sur le sujet. Alors, elle vient tout juste d'arriver, Manuel Alix Surprenant, que vous connaissez peut-être. Alors, j'ai été seule pendant un peu plus de 4 ans. J'ai maintenant 2 collègues à plein temps avec moi, plus Manuel. Alors, ça envoie certainement un message. Alors, rapidement, pour vous présenter aussi Hydro, contrairement à d'autres entreprises, on couvre la province au complet. Donc, il y a plus de 40 de nos employés qui sont en région. Ça amène des défis supplémentaires et il y a un passé presque anthropologique qui explique pourquoi Hydro-Québec a pendant si longtemps été associé à une entreprise d'hommes blancs et on n'ira pas, c'est tout à fait juste, mais on travaille très fort à ce que le portrait change et que les gens sentent qu'ils ont leur place aussi chez Hydro. Alors, le détail, on viendra un peu plus loin, mais c'est quand même une entreprise qui a des corps de métier extrêmement variés. Ça a été longtemps une firme d'ingénieurs. Aujourd'hui, la comptabilité prend beaucoup d'importance, mais c'est des emplois de métier qui réussissent à offrir des emplois très bien rémunérés malgré un DEP tout simple ou un DEC au cégep, alors avec de belles ouvertures. Là. On en reparlera un peu plus tard. Oui, on va en reparler. Merci beaucoup. Vous avez vraiment des profils, je trouve, tous très, très intéressants pour nous partager votre expérience sur cette table ronde. On aurait dû avoir Doudou So aussi. Doudou So n'a pas pu se joindre à nous parce qu'il a des problèmes de santé. Il a contracté le virus de la grippe. Il est peut-être avec nous. Il avait dit que si sa santé lui permettait, il assisterait. Donc, si tu nous entends, on te souhaite tous un bon et rapide rétablissement. On va pouvoir entrer maintenant dans le vif du sujet. J'ai différentes questions pour vous. La première, j'aurais bien aimé savoir, compte tenu des transformations qu'il y a eu ces dernières années, qu'est-ce que vous avez pu constater comme impact sur le vivre ensemble dans votre organisation? J'aimerais bien commencer par Anne-Marie, par exemple. Anne-Marie... Voilà. Oui, excusez-moi, je voulais fermer mon micro. Ben, les 2 dernières années, vous faites sans doute allusion à la pandémie. Plusieurs choses. D'abord, il faut porter encore plus attention à nos nouvelles ressources, quelles qu'elles soient. Mais si je pense aux ressources immigrantes ou avec des situations de handicap, il faut y apporter une attention particulière. D'ailleurs, l'année dernière, on a adopté une procédure voulant que tous les accommodements formels ou informels, mais qui étaient donnés à des employés dans nos espaces de bureau devaient automatiquement pouvoir s'appliquer en télétravail, par exemple. Ça nous a aussi permis de s'ouvrir à des options qui étaient peu ou pas considérées avant, c'est-à-dire que d'accommoder je reviens encore aux situations de handicap, là, mais accommoder des ressources qui vont épargner beaucoup d'énergie et de temps à pouvoir travailler à la maison. Alors, démonstration a été faite qu'on a la technologie qu'il faut pour que ce soit extrêmement efficace. Évidemment, ça a soulevé beaucoup de défis qui tournent beaucoup autour de la bienveillance, mais la démonstration, encore là, a été faite que les fréquences des communications d'entreprise en web diffusion amène quelque chose de positif. Ça fait aussi en sorte qu'aujourd'hui, on se parle toujours en visuel, alors qu'autrefois, on utilisait le téléphone sans nécessairement se voir. Alors, il y a aussi là quelque chose de positif. Mais associé à la pandémie, je vous dirais que nos dossiers sont nombreux, mais propres à la pandémie comme telle, je n'aurais pas beaucoup à ajouter, autre qu'on doit faire
plus attention, surtout avec les nouvelles ressources et particulièrement les personnes immigrantes parce que le décodage socio-professionnel souvent s'exprime dans le non-verbal et puis là, on a moins accès à ça. C'est ce que ce que je préciserais. Et toi, Nisrine, est-ce que toi, tu as vu la même chose chez les immigrants? Ben, je dirais que dans nos milieux professionnels, il y a un gros défi ou il y a eu un très gros défi qui se présente comme suit. Nous sommes des premières lignes, donc nous étions en contact direct avec la population qui était démunie, qui était vulnérable, qui avait très peu accès à l'information et qu'on devait absolument continuer à servir. Donc, pour mettre ça en place, cela n'a pas seulement pris une gestion orientée, mais ça a pris, et puis on le mentionnait ce matin même, de se retourner sur un sou, comme on dit, parce que on n'avait pas nécessairement les ressources. On ne savait pas quoi faire. On était, OK, ben, il y a des plans d'urgence qui sont faits pour la situation de pandémie ou whatever, mais on ne savait pas qu'à un moment donné, toute notre vie allait se mettre en pause, puis qu'il fallait composer avec cette nouvelle réalité qui est le télétravail pour certains, qui est le travail en présentiel avec d'autres et que le besoin hyper important des personnes de ressources, de services devait être coupé à un moment donné parce qu'on ne savait pas quoi faire. Donc, heureusement, au niveau du Carré Saint-Laurent, ce qui s'est passé, c'est que le télétravail a duré très longtemps, à savoir 15 jours seulement. Donc, mais ces 15 jours ont été d'une rapidité intense. Pourquoi? Parce que c'était comment mettre en place les moyens pour pouvoir servir le monde et on ne savait pas encore comment le faire à ce moment-là, on se rappelle. Donc, tout ce qui était désinfection, lavage de mains, tout ce qui était gants, tout ce qui était… Le masque n'était même pas obligatoire, mais on se disait, ben, peut-être pourquoi pas, hein, on va essayer de faire un plus plutôt qu'en moins, réinstaller les bureaux, créer des cubicules. Puis la grande peur qu'avaient les gens et les personnes immigrantes de comme, OK, ben vous êtes notre traducteur de cadre de référence, comment on fait si vous n'êtes pas là? Mais en même temps, il fallait prendre soin de nos employés parce que les employés aussi vivaient ce problème-là, puis vivaient aussi cette question de qu'est-ce que je fais? Moi aussi, j'ai une famille, moi aussi, j'ai des enfants, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est sécuritaire de prendre le métro pour venir travailler? Est-ce que c'est sécuritaire que, de pouvoir que nous, on s'assoit ensemble, qu'on se parle? Comment on communique? C'est pas tout le monde qui a la facilité au niveau de la littératie numérique et la capacité à s'adapter à ces changements-là. Tout à fait. Ce que je pourrais éventuellement vous mentionner, c'est que j'ai eu la chance de créer un programme sur la littératie numérique, justement, dans le cadre d'anciennes fonctions. Et ce programme-là a été financé à ce moment-là par la Croix-Rouge. Et ça a été tellement efficace et intéressant. Pourquoi? Parce que ça a créé un moyen de communication avec la population à travers des simples choses, à savoir comment tu peux simplement utiliser ton Facebook. Comment tu peux utiliser un Word, un Excel, envoyer un courriel, créer un courriel, des choses qui nous semblent tellement basiques à nous autres, alors que les autres n'y avaient absolument pas accès. Et à notre très grande surprise, en 4 mois, il y avait plus de 200 personnes qui s'étaient inscrites à ce programme-là. Alors, vous imaginez un petit peu le besoin criant. À quel point que c'était là. Puis ça touchait autant les tranches des jeunes que des moins jeunes, que des personnes aînées. Voilà. On va pouvoir en reparler, puis vous pourriez même nous mettre les informations dans le chat si jamais vous en avez à nous partager. Pour vous, Martine, oui, vous qui travaillez quand même une bonne partie dans les bureaux, une bonne partie aussi sur le terrain, ça a été comment les enjeux? Mais ça a été un gros choc, hein? C'est sûr, ça a été un énorme choc pour l'industrie, surtout en finance. Les banques, on n'arrête pas de fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait avec les succursales? Il y a eu des succursales qui ont été fermées. Et là, qui va aller au front? Qui va aller dans les succursales? Alors, c'était de supporter aussi ces employés-là. En même temps, nous, de mon côté, moi, j'étais engagée avec plein d'organisations pour des événements. J'avais déjà payé pour des événements ou commandité des événements, que ce soit de la fierté, que ce soit pour le sida, que ce soit pour les femmes, que ce soit tout ça. Alors, il a tout fallu dire, OK, on ne reprend pas les fonds, on ne vous demande pas de faire les événements, gardez-les,
mais tout le monde est en état de panique parce que qu'est-ce qu'ils font, ces organismes-là, s'ils n'ont plus de façon de présentiel, de faire leurs choses, bien, ils n'ont plus de façon de rentrer les fonds. Alors, ça a été pour mon côté d'être là pour les organismes à but non lucratif et les supporter, les aider, m'assurer, même j'ai décidé de faire partie du conseil d'administration de la Chambre de commerce LGBTQ pour être sûr de les aider, pour avoir une présence, sachant qu'on est en virtuel. C'est sûr que moi, j'avais un pas d'avance parce que je viens de chez IBM. J'ai travaillé chez IBM pendant 20 ans. Alors, pour moi, quand on est arrivé au virtuel puis à WebEx et tout, j'étais prête. Je vendais ce produit-là depuis 2005. Alors, je connaissais bien la valeur, puis qu'est-ce que c'est de travailler avec 500 000 employés, parce que IBM, c'est 500 000 employés. Et pour moi, le virtuel existait déjà parce que je faisais de la gestion de crise. Alors, des fois, je faisais des rencontres avec une trentaine de personnes. Mais l'idée là-dedans, c'était plus la question comment on fait pour rester connecté, puis comment on fait pour rester connecté en inclusion, tu sais, puis qu'on continue à se respecter, puis avoir notre place, puis avoir la conversation. Alors là, moi, ça a été tout de suite de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider? Un, c'est tout de suite, j'ai vu les personnes âgées. Les personnes âgées, déjà très, je veux dire, vulnérables. Alors, imaginez une personne trans, une personne gay ou lesbienne ou sexuelle en résidence qui est déjà vulnérable. Est-ce qu'elle va le dire qu'elle est justement de la communauté par peur de ne pas avoir les soins, des choses comme ça? Alors, comment qu'on reste connecté avec ces gens-là? Parce que moi, je peux vous dire, ils ont fait un sondage à la Fondation Émergence, puis 39 des personnes âgées qui font partie de la communauté pensent justement sérieusement à s'enlever la vie. Alors, imaginez, alors moi, tout de suite, je me suis dit, avec TD, qu'est-ce que je peux faire? Alors, avec la Fondation Émergence, avec le programme Que vieillir soit gay, on est parti, on a fait un appel à projet au travers du Québec en disant, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour connecter avec les aînés puis s'assurer que tout le monde a encore de l'aide. En même temps, j'ai été aussi vers la Fondation Le Chaînon en me disant, la violence conjugale est en montée. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour aller aider de ce côté-là? C'est d'aider par rapport à ça. Alors, ça a été pour moi, ça, c'est un impact sur mes employés. C'est ça. On va peut-être pouvoir en reparler après sur la suite d'ailleurs, parce qu'on va avoir besoin de savoir quelles sont les solutions que vous avez mises en place sur la suite. Exact. Voilà. C'est super passionnant. Greg, vous avez pas mal aussi de personnes qui sont issues de l'immigration dans votre entreprise en termes vraiment de diversité, d'inclusion. Dans quelle mesure la situation des 2 dernières années a eu un impact? Ben, sur moi, ça a probablement eu un impact. Je suis peut-être devenu un meilleur gestionnaire. Alors, il y a une entité qu'on ne voit pas m'a amené à communiquer beaucoup plus avec les employés. Je faisais de 1 à 2 rencontres en petits groupes avec tout le monde pour essayer de changer la culture, de comprendre, eux, c'est quoi leurs préoccupations. Nous, de partager nos préoccupations, parce que très, très tôt, on a demandé aux gens de se laver les mains jusqu'à 20 fois par jour. Il a fallu rajouter des lavabos dans l'usine. Ceux qui pouvaient faire du télétravail, c'était correct, ils pouvaient faire du télétravail. On a demandé aux gens de porter le masque. Alors ça a amené des problèmes, peut-être pas nécessairement avec des cultures particulières, mais des individus soit qui n'y croyaient pas ou prenaient l'autobus et puis c'était pas la même culture dans l'autobus. Personne ne portait le masque, donc on leur a donné des masques N95. J'ai parlé beaucoup avec les gens pour qu'ils changent aussi leur comportement chez eux parce que semble-t-il, au bout de mes connaissances, le virus à la pause et au lunch, lui, ne prend pas de pause et à la maison non plus. Alors, c'est ce que les scientifiques me disaient. Alors, on rapportait ces choses-là. On a mis des barrières dans les cafétérias, une personne par table. Je pense que ce que ça a créé, puis ça ne vient pas de moi parce que vos questions, j'ai quand même sondé les gens. Okay? J'ai triché un petit peu, ce n'est pas juste mon point de vue. Mais les gens sentaient qu'il y avait une certaine confiance, qu'on s'occupait d'eux. Il y a d'autres gens qui nous disaient, ben écoute, c'est Dieu qui décide. Puis, bon, tu n'as peut-être pas tort, mais étant donné que je ne le sais pas, je veux quand même réduire les risques. Alors, il fallait comprendre d'où eux, ils venaient. Puis eux, on voulait qu'ils comprennent d'où nous, on venait. Les superviseurs m'ont beaucoup aidé à essayer d'ouvrir les canaux. Puis on n'a pas perdu de gens. On était vus comme essentiels, donc il fallait continuer à produire. Donc, c'était important qu'on garde nos gens chez nous.
On était vraiment chanceux. On est à Montréal-Nord et plusieurs entreprises ont eu des éclosions. Nous, on n'a eu aucune éclosion. Par contre, on avait un cas à peu près tous les 2-3 mois. Donc, on mettait en quarantaine pendant 6 jours. On avait un protocole à l'interne, nettoyer tout, mettre en quarantaine tout ce que cet individu-là avait touché. On interviewait les gens potentiels. Alors, je pense que cette virus-là a peut-être aidé à créer une meilleure communication entre les gens et une meilleure compréhension. Ah, c'est très positif. Moi, ce que j'entends finalement, vous écoutant tous les quatre, c'est qu'il y a eu des problématiques qui n'étaient pas nécessairement liées à l'inclusion vraiment des personnes, par exemple, immigrantes. Il y a eu des sujets qui touchaient à la vision la vision que les gens avaient de la santé finalement, et la vision qu'ils avaient leur rapport au numérique, et que ça a été les deux gros enjeux. Et après, moi, ce que j'aimerais vraiment savoir pour la suite, c'est en termes d'inclusion, quelles ont été les pratiques porteuses qui ont été comme des piliers, des pratiques porteuses que vous aviez déjà installées avant, puis qui ont été des piliers pour pouvoir traverser cette période sereinement. Est-ce que Martine, vous voulez nous en parler? Oui, mais justement, nous, c'était ça. C'était comment qu'on peut donner de l'énergie aux gens qui sont au front, qui doivent aller en succursale, qui doivent rencontrer les clients, puis en même temps supporter tout le monde qui a dû se rendre à la maison. Se rendre à la maison puis travailler de la maison, c'était pas évident. Tu as des enfants, il y a les chiens, il y a les garderies et tout ça. C'était d'être flexible avec tout le monde, d'être compréhensible puis de rester en contact avec tout le monde. Et aussi, comment tu les remercies parce que là, tu es en COVID, tu peux pas leur envoyer quoi que ce soit. On a décidé de donner des arbres. On a planté 5000 arbres pour remercier les 5000 employés au Québec. C'était notre façon de dire, OK, on vous remercie pour tout ce que vous avez passé au travers. En plus, c'était de faire, on appelle ça une TD. Alors, des rencontres avec tous les filiales commerciales, le retail et tout ça ensemble pour parler, puis pour s'investir, puis pour voir comment les gens vont. Là, on a commencé même des dîners virtuels où on invite encore des gens de différentes succursales à se rejoindre ensemble. Puis, en ce moment, il y a un gros potentiel pour engager les talents. C'est en demande, en grande demande. Alors, on regarde comment on peut intégrer les gens le mieux possible. Et justement, on a besoin de la diversité, on a besoin des immigrants qui viennent travailler avec nous. Et les portes, justement, sont de plus en plus ouvertes. On a aussi on appelle ça comme un stage qu'on a fait. Alors, je prends des personnes aussi en stage, autant dans les communautés minorités visibles qu'une personne trans, jeune et tout ça, je les prends en stage. Et d'ailleurs, j'ai une jeune fille trans qui vient d'être engagée permanente, qui a 18 ans, qu'on a pris en stage. Alors, c'est une façon encore, et tout ce qui est aussi l'éducation en ligne pour vraiment tenir les gens au courant, les sécuriser, avoir des communications constantes avec eux. Parce que les gens ils ont tellement un surplus d'informations de partout qu'avec la TD, on s'est assuré de vraiment garder des informations rapides, être là, les médecins et tout ça, pour vraiment s'assurer que tout le monde est au diapason. D'accord. Les aider. Merci. Merci Martine. Puis chez vous, Greg, vous nous avez parlé un petit peu déjà de la façon dont vous aviez sur quelles pratiques. Non, vous nous avez plutôt parlé des pratiques émergentes. Quelles ont été les pratiques sur lesquelles vous avez pu vous appuyer pour pouvoir mettre en place cette ambiance de travail de laquelle vous parliez tout à l'heure? Une des choses qu'on a faites il y a quelque temps, c'est qu'on a fait une charte d'engagement. Et puis, si on veut que ça soit bien fait, c'est sûr, il ne faut pas que tu impliques des gestionnaires. Si tu veux que ça soit bien fait, il faut que tu impliques tes employés. Puis, on avait une trentaine d'employés avec un coach qui ont formulé les visions, les missions, puis les valeurs. Puis, l'équipe de gestion, tout ce qu'on avait à faire, nous, c'était de signer ce genre d'engagement-là. Puis, les gens, ce qu'ils cherchent, c'est le respect, la collaboration, le travail d'équipe, l'ouverture au changement. Puis mon travail à moi, c'est comment je peux servir ces gens-là pour qu'eux, ils puissent servir nos clients. Puis, donc, beaucoup de communication, je pense beaucoup de respect. Les gens viennent de différents endroits, c'est correct, ça, puis ils ont différentes croyances, mais comment est-ce qu'on peut faire pour mieux se comprendre? Puis souvent, les problèmes viennent justement de la mauvaise gestion. C'est pas.
si on prend le temps de comprendre un problème, de le définir, on est capable de le solutionner. On n'a pas besoin d'inventer des mots scientifiques pour essayer d'expliquer quelque chose qui n'est pas. Je ne rentrerai pas dans les détails. On se comprend. Beaucoup de patience, je pense. Je pense que le virus, puis les immigrants m'ont aidé à être une personne plus patiente. Puis c'est comme ça qu'on définit les problèmes. Des fois, les gestionnaires, on veut régler les problèmes rapidement, puis on n'a pas bien défini. Donc, on cause plus de problèmes que d'autres choses. Donc, je fais des jokes des fois. Je vais aller dans mon bureau, je cause beaucoup moins de troubles quand je suis dans mon bureau. Appelez-moi quand vous allez avoir besoin de moi. Alors, le vivre ensemble, pour vous, c'est être dans votre bureau, alors, si je comprends bien, dans cette situation. Des fois. Non, Mais l'autre chose aussi qu'on a essayé de faire, c'est donner des cours de français, parce qu'on continue à engager des gens. Donc, avoir un compagnon, parce que des fois, les gens ne parlent pas bien la langue. On essaie de, chaque année, j'engage des ingénieurs industriels pour passer du temps à comprendre ce que nous, on ne comprend pas. Donc, quand on engage quelqu'un de nouveau qui a une belle formation, ils sont capables de mieux transférer ce que les gens, les opérations vivent dans une instruction de travail simple pour que tout le monde puisse arriver puis être capable d'être opérationnel sans avoir toujours quelqu'un à côté d'eux. Alors, honnêtement, là, quand j'ai posé la question à certains immigrants, qu'est-ce qu'on fait? Ils n'ont dit rien. Tu nous traites pareil comme... Tu fais rien. Tu fais juste nous traiter comme tout être humain voudrait être traité, un point, c'est tout. Puis je pense que c'est ça le fondamental. On n'a pas besoin de se compliquer la vie. Mais ce que j'entends, c'est beaucoup Pardon? Ce que j'entends, c'est beaucoup d'humanité et beaucoup d'humilité dans ce que vous dites, dans votre approche. Peut-être. C'est bon d'avoir quelqu'un d'extérieur le voir, mais non, je m'excuse. Je suis rendu à l'âge où je perds la mémoire. J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est la fin peut-être qui tiraille. Non, mais c'est moi qui vous ai coupé. Mais vous étiez en train de dire que vous aviez misé sur le transfert de connaissances. Et que finalement, ce que vous disiez même, c'est que les personnes, vous étiez en train de vous dire, les personnes d'origine immigrante, que non, vous faisiez rien de spécial, mais que ce que ça laissait entendre, c'est que en faisant rien de spécial, vous faisiez rien de mal, vous faisiez ce qui était normal, les considérer comme des humains, et c'est pour ça que vous parlez d'humanité. Exactement. C'est ça que vous étiez en train de dire. Clients. Donc, on n'a pas à être un frein au développement des gens ou quoi que ce soit. Puis, on est assez chanceux. On a des participants qui nous ont aidés d'avoir un DEP en fonderie, en usine. Donc, on est capable, les gens qui le veulent, puis qui ont l'équivalence d'un secondaire 3, la commission scolaire du Lac-Saint-Jean, même pour les immigrants, sont très rapides à trouver les équivalences. Oui, on a de la chance d'avoir des communautés. Alors ça aide beaucoup parce que les gens qu'on amène de l'extérieur ne connaissent pas. Il n'y a pas beaucoup de formation en métallurgie. Ça a beaucoup diminué au Québec. Puis le DEP nous aide à... Les gens, quand ils ressortent de ça, sont fiers. Ils ont eu un diplôme québécois. Ils ont de l'information pour être capables de collaborer avec les autres. Donc, on essaie de ne pas garder les gens dans le noir, ou c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est pas des numéros. Je comprends. Ce que j'entends, c'est que vous parlez finalement du réseau, du maillage sur lequel vous pouvez vous appuyer avec d'autres organismes de façon à pouvoir leur apporter ce dont ils ont besoin dans les différentes sphères de leur vie. Ça serait intéressant aussi de voir, Anne-Marie, vous, comment ça se passe à ce niveau-là. Est-ce que vous avez les mêmes enjeux, les mêmes solutions? Je vous dirais que il y a des trucs qu'on a plutôt fait le choix de maintenir malgré la pandémie et d'autres où on a accéléré ou changé les façons de faire. Alors, par exemple, parce que Mme Brochu est arrivée en temps de pandémie, pour se faire connaître et aller à la rencontre des autres, ça s'est traduit beaucoup par des sessions virtuelles web adressées aux 20 000 employés et de façon très, très, très régulière. Alors, elle nous a fait ça de son salon, de sa cuisine, de sa grange. On connaît toute sa maison. Et alors ça, le contact très régulier. Ce qu'on a aussi choisi de faire malgré la pandémie, et j'étais très, très contente que Mme Brochu réponde à cette proposition-là,
c'est qu'elle a accepté d'associer un exécutif, donc un de ses relevants du comité de direction, à chacun des groupes sous-représentés. Moi, j'avais besoin d'un levier supplémentaire, là. Alors, depuis le début de l'année, la communauté LGBT, les communautés ethnoculturelles, les personnes en situation de handicap, les Autochtones, les femmes ont chacun un exécutif qui, au-delà de leurs responsabilités, sont aussi l'exécutif associé à ce groupe-là. Je n'ai jamais tant travaillé de ma vie, ça nous fait travailler très fort, mais c'est extrêmement positif. C'est comme ils veulent tous bien réussir, ils sont mandatés par la PDG. Je vous le dis à tout le monde, là, ceux qui ont l'occasion de proposer une formule comme ça, win, win, win. C'est important là, ce que ça apporte comme levier. Je fais le lien avec aussi la mise en place de communautés d'affinité, des groupes d'affinité à l'interne. Ça ne date pas de la pandémie, ça date de 3 ans maintenant que j'ai mis ça en place. On a mis en place une communauté d'employés des communautés ethnoculturelles, la communauté LGBT et du côté des personnes handicapées, ce sont plus des groupes aviseurs parce que selon le handicap avec lequel on compose, le besoin n'est pas le même. C'est un peu comme quand on parle des Autochtones, le nom de commun que le mot autochtone. Là, il y a c'est des spectres très, très larges d'une communauté à l'autre. C'est la même chose dans le handicap. Alors, les groupes d'employés ont permis d'être à l'affût de vulnérabilité de certaines personnes à cause de la pandémie, mais nous a aussi permis de poursuivre les travaux pour recevoir d'eux parce que l'objectif que je leur proposais à ces groupes-là, c'est d'être mes antennes. Il n'y a pas rien de mieux qu'une personne qui est en réflexion de transition ou qui appartient à une minorité quelle qu'elle soit, de communiquer les embûches ou les obstacles auxquels ils font face. On n'a jamais adressé des situations personnelles par l'entremise de ces groupes d'affinité-là, mais c'était le meilleur sounding board qu'on ne pouvait pas avoir comme entreprise. Alors, les exécutifs associés ont été très présents dans ces communautés d'employés-là. Ils ont assisté à des rencontres régulières. On a déjà mis en place des processus ou je ne veux pas dire initiatives, mais c'est à peu près ça depuis la formation de ces groupes d'affinité-là. Associé à ça, c'est le pendant externe. Il y a un pendant externe. Je crois beaucoup en la force du groupe et dans tous les cas de tous les groupes d'affinité, ce que je leur demandais après que ce soit donné une structure, penser à des sujets qui les préoccupaient davantage, ils ont un pouvoir de recommandation, ça je l'ai mentionné, mais c'était aussi d'alimenter une communauté de pratique à l'externe. Parce que ce qui est de merveilleux en diversité et inclusion, c'est qu'il n'y a personne qui tire sur la couverte. Là. On n'est pas on ne cherche pas un bonus plus grand que l'autre. Là. On veut tous que ça aille plus vite, plus loin. Alors, pour moi, de créer des communautés de pratique, ça nous permet d'être inspirés par les bons coups des uns des autres. Ça nous permet de ne pas répéter parfois des erreurs que certains ont fait pour éviter des pièges. Alors, la communauté LGBT a mis en place un réseau et ça grandit ces réseaux-là. Ça dit à quel point il y a de l'appétit pour la mise en commun de choses constructives. C'est un défi dans le contexte de la pandémie, mais ce n'est pas impossible. C'est juste qu'il faut faire les choses différemment. Là, je vais laisser la parole aux autres collègues, là, mais c'est les points majeurs pour répondre à la question que je voyais là. Mais c'est vraiment intéressant et puis j'en reparlerai certainement dans la conclusion, mais c'est assez complémentaire en fait avec ce que dit Greg, dans le sens où Greg, lui, il va vraiment être, je trouve les deux très intéressantes. Le fait qu'on mette l'implication au cœur, en fait, comment dire, la stratégie, entre guillemets, de Greg, ça a été de dire on met les employés au cœur du raisonnement pour les, comment dire, pour qu'ils soient partie prenante dans ce qui était le mieux pour eux. Puis finalement, vous faites un peu la même chose, mais avec le pairage de la direction. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet de prouver que la direction est porteuse du projet aussi. Ça, je trouve ça vraiment très important parce que ça passe un message fort à tout le monde. La direction est derrière et elle appuie fortement avec ce pairage. Donc, je trouve ça vraiment intéressant la façon dont vous amenez les choses. Moi, ce que j'aurais aimé demander maintenant à Nisrine, c'est quelles sont les pratiques émergentes? Parce qu'on a eu évidemment, comment dire, on est passé au travers de la situation grâce aux piliers qu'on avait déjà, mais il y a aussi des points qui ont émergé. On en a parlé un petit peu avec les autres personnes. Vous, qu'est-ce que vous avez vu dans votre organisme?
Mais ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, les différentes interventions, j'ai beaucoup aimé l'intervention de M. Laflamme qui disait qu'il était devenu meilleur gestionnaire parce que, à quelque part, on est tous très, très fiers de devenir meilleur gestionnaire avec cette crise-là. Pourquoi? Parce que on a été beaucoup à l'écoute de nos employés, des personnes avec lesquelles on travaille. On a été aussi très résilients par rapport à certaines pratiques qu'on avait, puis qui nous ont amenés plus loin dans notre réflexion. Effectivement, il y a eu différentes pratiques très porteuses qui ont été mises en place. La première de laquelle j'aimerais parler, c'est les espaces de dialogue qu'on a créés. Des espaces de dialogue qui avaient moins la possibilité de faire, et surtout moins la capacité de les pratiquer. Donc, des espaces de dialogue autant entre les gestionnaires, les coordonnateurs, que autant entre les membres de l'équipe entre eux, puis les membres de l'équipe et les membres de la gestion. Donc, ça a fait qu'il y ait quand même des vases communicantes qui ont fait émerger un différent type de problématiques qui touchaient directement notre population cible, à savoir les personnes immigrantes, mais qui nous ont aidés à améliorer nos pratiques aussi en termes d'intervention. Un deuxième point qui était très intéressant dans notre façon de faire et qui a beaucoup avancé parce que c'était déjà existant comme pratique, mais qui a beaucoup évolué pendant cette période-là, c'est la création de groupes de co-développement. Donc, c'est vraiment l'enseignement par les pairs, la compréhension, le fait de voir une problématique sous ces différents angles sans porter un jugement, mais comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans nos pratiques. Et c'est ça qui était très pertinent dans cette équation-là. Autre chose, c'était qui était en arrière-plan avec tout le monde, et c'est ça que je trouve très particulier, c'est à quel point la communication devait être au centre via le respect, justement. Très souvent, on dit que les autres sont différents de nous, mais qui sommes-nous déjà à la base pour pouvoir juger de cette différence? Nous sommes tous, en fait, à quelque part, différents à notre manière. Donc, c'est cette différence-là qui a fait qu'on se rejoigne tous autour d'une même cause, en fin du compte. Et puis, ça a permis de recentrer ou de se recentrer autour de la mission. La mission étant comment mieux aider, accompagner et intégrer au sein d'une société toutes ces personnes-là autour de la cause commune qui est la nôtre, mais surtout en prenant en considération que la COVID, elle n'a pas vu si on appartenait à la communauté telle ou à la couleur telle ou à la région telle ou à la religion telle. C'était un problème qui nous réunissait enfin. Donc, le fait que ça nous réunisse, ça nous a fait penser autrement et qu'il y a quelque chose de plus, de supérieur en fin du compte. En fin du compte, effectivement, ce que j'ai trouvé aussi très, très important, c'est un message que j'ai toujours transmis à travers mes formations, c'est de comprendre la différence entre équité, égalité et uniformité. Et je pense que c'était vraiment le moment de mettre des pratiques en place pour pouvoir valoriser ces trois mots-là. Ce n'est pas parce que j'ai donné une exception à une personne que je ne te suis pas égale, mais c'est parce que sa condition particulière ne me permettait pas de faire autrement pour être juste. Et à ce moment-là, l'uniformité dans les pratiques n'était plus du tout de mise. Il était vraiment dans la spécificité de l'humain. Et justement, sur un background du fait qu'on est tous des êtres humains, mais on a pu s'améliorer chacun à notre manière. Et je pense que ces 2 années-là nous ont permis de tous, à quelque part, être meilleurs dans notre façon de faire. Et pour terminer, je dirais que comment comprenons-nous le mot inclusion en fin de compte? C'est quoi s'inclure? Est-ce que je suis incluse quand je fais partie de l'équation ou que je suis un acteur du changement ou tout simplement quand je suis invitée à participer? Alors, est-ce que la participation citoyenne en tant que telle, tout simplement, n'est-elle pas facteur de changement? Merci pour ce questionnement. Je vais laisser le soin à chacun d'y penser de son côté.